I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité. Ça y est, ils s'y mettent. On va connaître enfin les programmes des partis politiques. Il était temps. Après le PAM, l'Istiklal doit en principe le communiquer aujourd'hui. L'USFP devrait suivre demain et le PJD, dit-on, murmure-t-on, ce sera ce week-end. En tout cas, un constat est à faire pour l'instant. Les partis politiques ne parlent pas entreprise et pire, ce ne sont pas les politiques qui vont vers les entreprises, mais l'inverse. La CGM et maintenant plusieurs associations professionnelles ont multiplié les rencontres avec des représentants de partis. Alors pourquoi les partis politiques ne parlent pas entreprise? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs aujourd'hui, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. Smaïl Septi également avec nous, bonjour. Bonjour Landry et bonjour aux auditeurs que je suis très content de retrouver aujourd'hui. Bonne rentrée également, vous êtes tech entrepreneur, digital expert. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de Facebook et des algorithmes. Oui, car le réseau social fête les 10 ans de son fil d'actualité. Cette fameuse page d'accueil, pourrait-on dire, que vous voyez en ouvrant Facebook, mais non sans polémique cet anniversaire, puisqu'il a décidé, Facebook, de changer de politique éditoriale pour les usagers américains. Désormais, la sélection et la description des sujets tendances d'actualité est une tâche confiée à un algorithme. C'était une équipe d'une quinzaine de personnes qui s'en occupaient auparavant. Alors est-ce une bonne idée? Quelles conséquences? Les algorithmes sont-ils nos meilleurs amis? Vous nous le direz, 55 77 par SMS pour réagir, par Sidiram TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. On va donc enfin connaître les programmes des partis politiques. Celui du PAM est déjà dévoilé. L'Istiklal doit en principe le communiquer dans la journée. L'USFP demain, puis le PJD. On a dit que c'était après la fête de l'Aïd. On verra bien cela. En tout cas, il se murmure que ça sera ce week-end. En tout cas, un constat est à faire pour l'instant. Messieurs, les partis politiques ne parlent pas entreprise. Pourquoi, Smaïl Septi? Pour une simple raison, c'est que c'est pas les entreprises qui votent. Je pense que ce sont aujourd'hui les partis politiques s'adressent aux électeurs et leur parler fiscalité d'entreprise, leur parler droit social, c'est pas forcément quelque chose qui parle aux électeurs aujourd'hui. Ils ont besoin qu'on leur parle de pouvoir d'achat, ils ont besoin qu'on leur parle des choses qui les touchent directement. Et je pense que les partis politiques aujourd'hui ont fait le choix d'aller au plus simple. La campagne électorale est très courte. C'est-à-dire que là, on est à 3 semaines des élections et on n'a pas encore les programmes des partis politiques. On ne sait toujours pas pour qui on va aller voter, donc ça va être très court et donc ils vont aller à l'essentiel. Ce n'est pas un sujet de tendance. Pour rejoindre le deuxième sujet qu'on va aborder tout à l'heure, Amine Diori, vous êtes d'accord avec ça, cette lecture? Oui, tout à fait. Maintenant, il y a quand même une problématique, c'est que ces dernières années, on reste sur des taux de croissance du PIB qui sont relativement faibles. Autour de 3%, 3,5% en moyenne sur les 5 dernières années. Le prochain gouvernement, que ce soit le PAM, PJD, etc., a un objectif d'atteindre au moins 5-6% qui serait notre taux de croissance naturel. Pour atteindre cet objectif, il faut quand même qu'il y ait un plan qui soit arrêté, défini pour pouvoir justement accélérer la croissance. Donc, ça n'est pas le cas pour l'instant? Il y a des grandes lignes. Il y a le PAM qui a dévoilé son programme. Oui, tout à fait. Il y a le PAM justement. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes en matière de fiscalité, en matière d'entreprise? Alors oui, il y a quelques idées, mais bon, c'est des idées qui existent déjà. C'est pas une grande nouveauté. Quand on parle d'instauration d'un impôt progressif, c'est quelque chose que la CGM réclame depuis pas mal de temps. Remboursement intégral des arriérés de la TVA, ça aussi c'est quelque chose qui existe déjà, qui est déjà sur la table. Donc voilà, c'est des sujets qui existent, qui ont été repris, qui vont être repris, mais c'est pas ça qui va globalement assurer la croissance du PIB. Pour reprendre ce que disait Smaïl à l'instant, en France par exemple, c'est vrai que on est dans le même cadre. On a des élections très prochainement, enfin en 2017. Les partis politiques, effectivement, s'adressent de la même façon à l'électorat, c'est-à-dire qu'on leur parle pas trop économie, mais derrière, au sein de ces partis politiques, il y a des économistes, il y a des gens sérieux qui réfléchissent à un programme économique une fois que ce parti sera élu. Donc c'est véritablement ça la problématique. On n'est pas obligé de parler chiffres à un électorat qui va pas forcément y comprendre grand-chose, mais derrière il faut quand même un programme pour assurer la croissance. Et qui dit croissance dit qu'il y a une partie macroéconomique, c'est les grands équilibres macroéconomiques de l'État, et puis de l'autre il y a une partie forcément entreprise. L'objectif étant à la fin de créer le plus d'emplois possible. C'est le cas de certains partis politiques, pas tous, mais c'est que la majorité des grands partis politiques ont des économistes, ont des think tanks. Je pense notamment à l'Istiklal
qui va dévoiler son programme aujourd'hui avec l'Alliance des économistes qui est bien réputée. Le problème, c'est peut-être dans la communication ou dans même la transparence de l'information, Smaïl Sebti. Les partis politiques jouent une partie de poker menteur en ce moment. On est à 3 semaines des élections. Les listes ne sont pas dévoilées, où on fait un petit peu de teasing au compte-gouttes, où on dévoile une tête de liste par-ci, une tête de liste par-là. Mais c'est parce que c'est pas un sujet tendance. Non, ça, je vais y arriver. On dévoile pas les programmes. Tout simplement parce que, je pense qu'on a peur de se faire copier. Je pense que les partis aujourd'hui disent, on va attendre la dernière minute pour dévoiler ce qu'on a fait pour pouvoir, déjà, s'il y a une bonne idée chez le voisin, la piquer et pouvoir se la mettre à son compte. La deuxième chose, c'est que comme la campagne est courte et qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, on garde les informations pour pouvoir tenir le haut du panier dans la dernière ligne droite et dans le sprint final. Ouais. Donc le sprint n'est pas encore lancé. Le sprint va démarrer probablement d'ici une semaine quand les listes seront déposées et que la campagne officielle sera lancée et que vous allez commencer à avoir la vraie campagne électorale avec les partis politiques à la télé, à la radio, que vous allez les avoir dans les rues en train de distribuer les tracts. À ce moment-là, on va commencer à parler des vrais sujets. Pour l'instant, on est vraiment en train de faire du teasing politique. On est vraiment, c'est une pré-campagne très comment dire, très timide. Très timide. Bon, très timide et très classique en même temps. C'est vrai que c'est souvent timide parce que c'est le timing même de cette campagne qui est court, 2 semaines. C'est classique au Maroc, c'est pas classique partout. Aux États-Unis, ça fait 1 an et demi qu'ils sont en campagne bien sûr. Les élections. En France, que disait Aminiori tout à l'heure. C'est le cas, c'est pareil. Dans toutes les démocraties installées, les campagnes prennent du temps, sont lancées à l'avance. Chez nous, ça prend la dernière minute. Je pense pour 2 raisons. D'abord, un manque de maturité politique des partis. Vous parlez tout à l'heure des économistes au sein des partis politiques. On a très peu de partis de militants, voire pas, à part le PJD, pas d'autres partis de militants, c'est-à-dire des partis où vous avez une base qui travaille, qui réfléchit, qui fait des propositions. Donc il y a très peu de partis qui ont ça aujourd'hui et qui permettent de tenir un discours sur la durée. Et la deuxième partie, c'est une question de moyens. Les partis politiques n'ont pas beaucoup d'argent et ça coûte cher de faire campagne, ça coûte cher d'imprimer des tracts, ça coûte cher d'organiser des meetings et d'aller sur le terrain. Donc je pense qu'il y a aussi cette question des moyens qui fait que les partis politiques attendent la dernière minute pour pouvoir occuper l'espace médiatique. Ouais, enfin, on rappelle quand même le montant du budget alloué pour ces élections en partis politiques, 250 millions de dirhams, c'est l'équivalent du budget annuel alloué au Parlement. C'est-à-dire 250 millions de dirhams pour le Parlement chaque année, 250 millions de dirhams pour ces élections législatives. Je vais vous poser la question à l'envers, Aminiori. Qu'auraient à perdre les partis politiques s'ils parlent d'entreprise ? S'ils en parlaient, je pense que déjà il y aurait des gens qui seraient aptes à écouter leur discours et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je veux dire, un programme il se construit sur les entreprises également. Aujourd'hui, on a un gros problème de délai de paiement, on a un gros problème de trésorerie, on a un gros problème de financement des entreprises. On nous dit que voilà, les PME sont les entreprises, les catégories d'entreprises qui vont créer le plus d'emplois dans les années à venir, mais on nous dit pas comment. C'est de la vie de tous les jours, la vie de chacun, la vie de bien sûr, ça concerne les salariés également, mais ça concerne notre tissu économique. Comment on va transformer notre tissu économique pour créer le plus d'emplois possible dans les années à venir? C'est ça la vraie question. L'autre raison qui fait que les partis politiques ne parlent pas d'entreprise, c'est qu'ils la connaissent pas très bien. Dans les élites politiques, vous avez très peu d'entrepreneurs. Il y en a quelques-uns. J'ai regardé avant de venir un peu les CV, les profils des gens qui dirigent nos partis politiques. Il y a beaucoup d'apparatchiks, des gens qui ont fait leur carrière dans les partis politiques ou dans les ministères. Ces gens-là ne connaissent pas ou peu l'entreprise. Alors il y en a quelques-uns qui viennent de l'entreprise. Je vais pas les citer parce que c'est pas le but, mais aujourd'hui il y en a quelques-uns qui viennent du domaine de l'entreprise, mais pas beaucoup. Donc c'est très compliqué de parler de quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vécu. C'est un des éléments. Et l'autre élément, c'est mondial, c'est global. Il y a très peu de patrons de PME qui vont dans la politique tout simplement parce qu'ils font tourner leur boîte. C'est un full-time job, voire c'est un double full-time job. C'est-à-dire que ça vous prend énormément de temps de faire tourner une PME, d'être là en train de gérer ses équipes, de gérer ses finances, de gérer ses clients, etc. Ça prend énormément de temps. Et donc vous n'avez pas le temps d'aller en politique. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que comme ces gens-là ne vont pas en politique, c'est difficile d'avoir leur discours. Aminiori. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai vu là récemment dans la presse que certains partis politiques renouvelaient leur tête d'affiche en essayant de recruter des entrepreneurs, donc histoire d'avoir cette connaissance au sein des partis. Maintenant, je pense que le problème il est plus profond. Au Maroc, on est plutôt dans une situation
où on fait de la politique pour faire de la politique. En France, par exemple, un politicien, avant de commencer sa carrière, déjà il a un métier, il est avocat, il est économiste, peu importe. Et puis il y a aussi les grandes écoles aux fonctionnaires. Aux fonctionnaires. Ouais. Et justement, il y a les grandes écoles qui créent ces hauts fonctionnaires. Par exemple, en France, il y a l'ENA, qui est aujourd'hui un peu remis en cause, mais disons que il existe des formations qui amènent plus tard à la vie politique. Mais on a vu finalement des technocrates. On a aussi besoin de technocrates. Mais ce reproche est fait également en France, le fait que les hommes politiques ne connaissent pas tellement les entreprises. D'ailleurs, on a vu Arnaud Montebourg, qui est candidat à la gauche, alors on verra s'il est candidat aux primaires ou candidat au présidentiel en soi, mais qui a fait un coup de com' aussi en allant voir justement ce que c'est le monde de l'entreprise et en montant sur l'entreprise. Oui, vous me citez Montebourg, moi je pourrais vous citer après Macron, je pourrais vous citer... Emmanuel Macron, c'est peut-être différent, banquier, ancien banquier qui connaît plutôt bien le monde de l'entreprise, mais il y a d'autres hommes politiques qui ont commencé leur carrière comme économistes ou qui connaissent parfaitement ces problématiques de l'entreprise. En tout cas, moi, en vous entendant, en vous écoutant, je suis un petit peu inquiet parce que je me dis, les politiques ne connaissent pas tellement les entreprises, ne sont pas tellement liés aux entreprises, et en plus de ça, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des réunions qui ont été multipliées par la CGM à la rencontre de partis politiques. Il y a même des associations professionnelles qui font de lobbying, on va pas se mentir, à la veille de ces élections législatives. C'est inquiétant pour le devenir démocratique, peut-être sur des grandes questions démocratiques qui sont posées aujourd'hui et des grandes questions économiques de ces défis d'entreprise. Non, Smaïl Sebti? Un gouvernement est à la croisée d'énormément de lobbies, d'énormément de contraintes qui tirent dans tous les sens. Les syndicats en sont un, la CGM, enfin le patronat en est un, vous avez le lobby des pharmacies, chacun son rôle. D'accord. Que la CGM aujourd'hui vienne rencontrer les partis politiques qui se présentent aux élections pour leur dire voilà ce que nous demandons et voilà l'objectif et que tiennent un discours cohérent qui est le discours de l'entreprise et viennent le défendre auprès des partis politiques, c'est tout à fait normal. La CGM est dans son rôle et je trouve aussi très sain que aujourd'hui les partis politiques prennent le temps d'écouter ce qu'on a leur proposer, des gens qui ont réfléchi sur une thématique et venir le proposer. Déjà, ils ont répondu présent. Ça, c'est bien, effectivement, les partis politiques. Monsieur Dulé présent disait à l'instant, on parlait de la TVA, on parlait de l'IS progressif, etc. Ce sont des propositions, comme il le disait à l'instant, qui sont présentées par la CGM depuis des années et des années et des années. Si aujourd'hui l'État remboursait toute sa dette à destination des entreprises, ça libérait je ne sais pas combien de points de croissance avec toutes les entreprises qui se retrouveraient avec du cash qui pourraient investir. Eh ben, je rentrais à la CGM il y a 5 ans. Il y a 5 ans, cette thématique-là, je l'ai vu, Madame Saleh l'a présentée devant le ministre des Finances de l'époque. Ça fait 5 ans qu'elle le propose et qu'elle le dit et que personne n'a rien fait. Mais justement, parce que peut-être face à des responsables politiques qui ne connaissent pas suffisamment les questions liées aux entreprises, Amine Diouri? Oui, alors honnêtement, aujourd'hui, je serais entrepreneur et je voudrais m'investir dans la vie économique marocaine. Je rentrerai à la CGM, je ferai pas de politique. Aujourd'hui, le véritable think tank économique, c'est la CGM. C'est lui qui propose réellement les idées, qui connaît vraiment bien le tissu économique marocain. Et puis son rôle aussi est extrêmement important. Je connais pas énormément de pays où le rôle du patronat est aussi important que celui de la CGM. En France, le MEDEF, on l'écoute, on va le consulter vaguement, on écoute quelques idées, mais au final, c'est les politiques qui prennent les décisions. Ici, la CGM a un véritable pouvoir économique en termes de force de proposition. La suite des décodeurs atlantiques, bienvenue à tous si vous nous rejoignez, nous sommes avec Amine Diouri ce matin, responsable PME chez InfoRisque, rebonjour. Rebonjour. Smaïl Sebti, tech entrepreneur digital expert, rebonjour. Rebonjour. On s'intéresse à cette question, pourquoi les partis politiques ne parlent pas entreprise? Alors peut-être que ça va, justement je voulais vous poser la question, peut-être que ça va se décourpiller un petit peu cette question, est-ce que les partis politiques vont parler entreprise maintenant que les programmes vont commencer à être diffusés? Je le disais tout à l'heure, le PAM a donc communiqué son programme il y a 10 jours maintenant, aujourd'hui autour de l'Istiklal, demain en principe l'USFP, ce week-end, logiquement, ce n'est pas encore certain, le PJD. Smaïl Sebti, vous pensez qu'on va parler un peu plus entreprise? Je suis pas convaincu, je vais surveiller ça, mais je pense pas forcément. Une des raisons
qui fait ça, c'est que je pense que les salariés aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils payent comme impôt, ce qu'ils payent comme cotisation, dans la mesure où tout est prélevé à la source. Les salariés n'ont pas conscience de quel est le montant d'impôt sur le revenu qu'ils payent. C'est eux qui sont censés le payer. Sauf que comme aujourd'hui il est prélevé à la source par l'entreprise et payé par l'entreprise pour le salarié connaît son salaire net. Et quelque part, même aujourd'hui, il va négocier son salaire en salaire net. Et donc, comme il ne sait pas ce qu'il paye et que quelque part, c'est pas lui qui le paye, ça sort pas de sa poche, en fait, il se sent pas forcément concerné par la question de l'impôt sur le revenu, par la question des cotisations salariales. Aujourd'hui, les gens ne le sont pas forcément. Et puis, comme le salariat représente pas beaucoup de monde en termes de volume de personnes sur le marché du travail, puisque entre les fonctionnaires et tous les emplois non salariés et non informels, je suis pas convaincu qu'on va aller en parler parce que fondamentalement les gens n'ont pas l'impression que ça va les toucher directement. Amine Diori. Alors, je pense pas effectivement qu'on en parlera davantage. Je pense que c'est juste une façade aujourd'hui. Un parti sérieux a besoin d'avoir quelques propositions à mettre dans ses propositions globales. Mais je pense pas qu'on en parlera davantage. Maintenant, c'est dommage parce qu'il y a quand même un fort électorat lié à l'entreprise. Je veux dire, il y a aujourd'hui 1 million d'entrepreneurs individuels, c'est autant de chefs d'entreprise qui vont voter. Dans l'informel, on estime qu'il y a entre 1,5 million, 2 millions d'entreprises dans l'informel, donc autant de personnes qui sont concernées par des mesures économiques qui pourraient être proposées. Donc voilà, il y a quand même un électorat potentiel. Ça fait un bel électorat. Bien sûr, il y a un bon nombre de voix qui sont liées directement aux entrepreneurs individuels. Donc il y a des choses à leur dire et pas simplement salariés. On a une remarque sur Facebook, et on va terminer là-dessus, une remarque de Mohamed qui nous dit les partis politiques ne parlent pas entreprise, et de l'autre côté, le gouvernement fait sourde oreille au dialogue social, aux syndicats. Et c'est que les syndicats vont prendre d'ailleurs position. Le 24 et le 27 septembre prochain, officiellement, on devait entendre notamment de la part de l'UMT et de la CDT un vote sanction contre le PJD. Juste pour revenir sur la thématique entreprise, est-ce que ça, le fait que le dialogue social aussi a été clairement rompu, il n'y a pas eu de dialogue social depuis de nombreuses années au Maroc, ça compte pour les partis politiques, pour l'électorat, dans cette campagne électorale, Amine Diori? Je suis pas certain que ça compte réellement. Parce que d'un côté, on voit que la CGM, elle, fait ses réunions, ses propositions. Il faut voir l'impact. Reçoit les partis politiques, et d'un autre, les syndicats qui, pour l'instant, sont tous abonnés absents. Ouais, même s'ils vont appeler à votre sanction. C'est aussi ça la question. C'est aussi le poids des syndicats au Maroc. Et je suis pas certain qu'il ait un poids si important que ça pour impacter les résultats de l'élection. Semaine Septi, on termine. Et puis, ce sont essentiellement des syndicats de la fonction publique. Ouais. C'est des gens qui viennent de l'enseignement, donc les syndicats ont un réel pouvoir, mais dans la fonction publique. Allez, dans un instant, on va parler de Facebook. Facebook qui fête les 10 ans de son fil d'actualité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements depuis qu'il a été opéré. Souvenez-vous de Facebook il y a 10 ans. C'était seulement une visite sur les profils. Et puis d'un coup, une idée de génie de Mark Zuckerberg et de son équipe, créer une page d'accueil personnalisée pour vous et qui va stimuler différentes actualités en fonction de vos intérêts. Cette tâche était confiée à des personnes, à des individus propres, des humains. Et bien désormais, c'est des algorithmes qui ont pris le pouvoir, en tout cas aux États-Unis. Ça risque de se répandre un peu plus ailleurs. On va en parler dans quelques instants. Est-ce une bonne idée? Est-ce que les algorithmes sont nos meilleurs amis? On va parler de tout cela, mais avant la séance coup de gueule, coup de cœur. On commence par vous, Amine Diori. Un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez choisi? Alors, ce sera un coup de gueule. C'est la couverture sociale des indépendants qui prend du retard. Oui. Donc, on leur avait promis, notamment aux médecins, que ce problème serait réglé d'ici la fin de l'année, que la question de l'assurance maladie, que la question de la retraite serait réglée d'ici la fin de l'année. Ce ne sera pas le cas. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que initialement, en 2015, il était prévu de mettre dans un même projet de loi la partie maladie et la partie retraite. Au dernier moment, il a été décidé de scinder ces deux parties en deux projets de loi. Le projet sur la partie assurance maladie a été voté fin août dernier. Il reste maintenant la partie retraite, et malheureusement, le projet de loi est encore en cours d'examen. Il est peu probable que cette loi soit votée avant la fin de l'année. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Déjà parce que, curiosité, les deux projets de loi, alors qu'on parle d'assurance maladie et de retraite, sont examinés par deux commissions différentes. L'assurance maladie avait été étudiée par la commission liée aux affaires sociales, et de l'autre, la retraite est étudiée actuellement par la commission des finances. Curiosité.
Maintenant, le risque, c'est que quand même, on parle des médecins, il y en a un certain nombre qui sont déjà arrivés à la retraite, qui ont atteint les 60 ans, donc c'est une question qui les touche directement. Et puis le risque, c'est qu'avec le nouvel gouvernement, imaginons que ce soit pas le PJD, mais un autre parti qui arrive au pouvoir, et que ce projet de loi soit remis à des calendes grecques, c'est-à-dire reporté ou carrément que ça prenne beaucoup plus de temps. Et là, ça peut poser un vrai problème pour les indépendants. Un coup de gueule ce matin choisi par Amine Duri. Semaine Septi, un coup de cœur, un coup de gueule également. Plutôt un coup de cœur pour l'équipe marocaine paralympique qui a des super résultats. Là, je crois que ce sont déjà 4 médailles, je crois 3 ou 4 médailles, qui a priori a l'air d'avoir une attitude assez exemplaire sur place. J'ai regardé une partie de la course de Mohamed Lehna pour le triathlon. Il finit 3e au sprint, où on voit l'énergie incroyable qu'il met pour essayer de gagner cette médaille d'argent. Il échoue à 5 secondes du Britannique, etc. C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments que j'ai envie de mettre en avant. C'est d'abord l'attitude de ces gens-là. C'est des sportifs de haut niveau qui se bagarrent avec leur tripes et qui montrent une belle image du sport marocain. Je pense que c'est eux qu'on devrait montrer à la télé aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est que c'est des gens qui ont très peu de moyens. C'est-à-dire qu'on sait que le handicap au Maroc, c'est quelque chose qui est n'est pas traité, c'est pas traité, c'est-à-dire que c'est pas un sujet qui est central, et on arrive à produire une équipe qui fait des résultats avec des sportifs qui se démènent, et voilà. Et c'était pas la première fois, parce que c'est vrai que la délégation paralympique, depuis 3 Jeux Olympiques, 3 éditions des Jeux Olympiques, performe, je leur tire mon chapeau, et leurs homologues valident. Je lance un appel à qui de droit. Les sportifs marocains médaillés à Rio olympiques ont été reçus par Sa Majesté, ont été wissamisés. J'espère que ceux-là aussi le seront. 9h43, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs atlantiques. Et nous parlons de Facebook et des algorithmes ce matin. Le réseau social qui vient de fêter les 10 ans de son fil d'actualité, le fameux newsfeed, mais non sans polémique puisqu'il a décidé de changer de politique éditoriale pour les usagers américains. Désormais, la sélection et la description des sujets tendances est une tâche confiée à un algorithme alors que c'était une équipe d'une quinzaine de personnes, des humains, qui s'en occupaient auparavant. Juste avant de rentrer dans le vif du débat technique, scientifique, philosophique, Smaïl Septi, c'est quoi concrètement un algorithme ? Un algorithme, c'est une forme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un programme informatique. C'est une façon de réfléchir informatique qui, avec des conditions, arrive à un résultat. Donc, je donne un exemple tout bête. Si l'eau est froide et que je la bois, si j'appuie sur le bouton de l'ascenseur et que je suis en dessous de l'ascenseur, alors l'ascenseur descend. Si j'appelle sur l'ascenseur et que je suis au-dessus de l'ascenseur va monter. C'est-à-dire avec des stimuli, vous allez avoir un résultat derrière. Donc c'est ça un algorithme. Alors là, ce qu'utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, ce sont des algorithmes peu puissants. Enfin, je veux dire, des algorithmes très basiques. Ils sont puissants, mais très basiques comparés à d'autres algorithmes plus techniques, non ? Non, les algorithmes toute la puissance de Facebook réside dans son algorithme aujourd'hui. Donc non, il est pas basique, il est vraiment très très puissant aujourd'hui, je pense. Puissant, mais je veux dire moins élaboré, moins technique peut-être que d'autres algorithmes qu'on utilise dans d'autres programmes militaires notamment, j'imagine. Non, mais les algorithmes, ça va du plus simple jusqu'au plus compliqué. Je vous ai décrit l'algorithme le plus simple, c'est si je suis au-dessus, tu montes, si je suis en dessous, tu descends. Donc ça, c'est un algorithme simple. Ça va jusqu'à des algorithmes extrêmement compliqués de reconnaissance faciale. Là, on est sur des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus précis. L'algorithme de Facebook est quelque chose qui relève de l'intelligence artificielle et qui est assez poussé. Ça fait partie, c'est pas un algorithme basique, c'est un algorithme assez complexe qui fait que ce que vous lisez sur votre timeline vous intéresse. Parce que si ça ne vous intéresserait pas, vous reviendrez pas. C'est aussi simple que ça. Donc le fait qu'il vous propose du contenu qui vous intéresse et que ça soit fait de manière automatique, c'est-à-dire que quelque part il fait le travail d'une rédaction qui choisit qu'est-ce qu'il va vous mettre dans votre journal. Cet algorithme, le fait qu'il y arrive, alors il a énormément de données à traiter. C'est-à-dire que la masse, on parle beaucoup de big data, le volume de données à traiter est considérable. Donc non, cet algorithme n'est pas simple et même extrêmement puissant. Donc il va partir de nos intérêts, de nos likes sur telle page,
page tel média, sur de quoi parlent nos amis. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ne serait-ce que quand vous scrollez votre timeline, l'article sur lequel vous ralentissez, je vous dis même pas celui sur lequel vous cliquez, juste vous ralentissez pour prendre le temps de lire ce qui a marqué, c'est quelque chose qui est pris en ligne de compte. Donc aujourd'hui, Facebook traite énormément d'informations pour venir vous présenter. Si vous ralentissez sur une image qui est postée par une diététicienne, il considère que cette personne-là est quelqu'un qui vous intéresse, et donc la prochaine fois, il va peut-être vous présenter une nouvelle fois son contenu. Si la fois d'après vous passez vite, en fait non, c'est pas la personne qui vous intéresse, c'est juste son contenu. C'est ce type de réflexion qu'il va avoir. Et c'est pour ça que tout un chacun voit souvent les mêmes personnes sur sa timeline. Vous avez beau avoir 1500 ou 2000 amis sur Facebook, vous voyez toujours votre tante Khadija que vous aimez beaucoup, parce que à chaque fois qu'elle poste quelque chose, vous échangez avec elle. En tout cas, c'est ce qui permet également de vous cibler pour les publicités. Et c'est vrai que cette timeline a rapporté, rien qu'au deuxième trimestre 2016, pratiquement 7 milliards de dollars de revenus publicitaires pour Facebook. C'est dire l'idée de génie qu'a eu Mark Zuckerberg et compagnie en 2006, le 6 septembre 2006, en inventant cette fameuse newsfeed timeline. Amin Diori, bonne idée, mauvaise idée, le fait de confier la tâche à des algorithmes de choisir nos actualités sur notre, on va dire, page d'accueil Facebook? Alors, par rapport à la question du big data, effectivement, Smail a raison, on est vu la quantité d'informations disponibles à traiter, évident que des humains ne peuvent pas faire ça, qu'un algorithme devrait être la bonne solution. Maintenant, philosophiquement parlant, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que on parlait d'intelligence artificielle. Moi, instantanément, ça me vient à l'esprit le TIE de Microsoft qui, au bout de quelques jours, après des interactions avec des internautes, avait commencé à tenir des propos racistes, misogynes, etc., etc. Donc on explique, c'était une forme d'intelligence artificielle qui avait un compte Twitter sur Twitter il y a quelques mois, je crois presque un an, et qui effectivement, au bout de quelques jours, a commencé de par ces dialogues avec des membres actifs de Twitter à parler exactement de manière raciste. Alors pourquoi philosophiquement ça me gêne, parce que d'un point de vue éditorial, on va considérer Facebook comme un réseau éditorial et pas comme un réseau neutre de ce niveau, de ce point de vue-là. Et il suffit que plein de gens commencent à aimer des sujets qui ne sont pas forcément qui ne sont pas bien, par exemple qui tiennent des propos racistes ou des propos xénophobes ou etc. Le fait qu'il y a un grand nombre qui parle de ça fait que cette information va remonter. J'ai peur à terme d'une uniformisation des pensées. C'est ça que je me dis. Pour moi, la pensée éditoriale, c'est des personnes qui pensent à des sujets qui vont donner à la masse et pas l'inverse. C'est pas la masse qui envoie des idées vers d'autres personnes. C'est ça mon problème. Et puis il y a un travail aussi sur la sélection peut-être des éditeurs. Alors on voit justement que les éditeurs de contenu sont sous haute tension et ils commencent un petit peu à manifester leur colère, Smail Sebti, par rapport à cette décision polémique de Facebook. Pourquoi ? Parce que d'abord parce qu'il y a beaucoup l'algorithme est neutre. L'algorithme, il n'a pas d'opinion politique. L'algorithme n'a pas de médias sur lesquels il accorde une préférence. L'algorithme, il est bête et méchant. Enfin, il est intelligent et méchant. C'est-à-dire que concrètement, en fonction d'un certain nombre de critères, il va publier ou pas publier. Donc quand vous êtes Le Monde, Atlantic Radio ou Washington Post, que vous avez une crédibilité journalistique et que vous travaillez avec des méthodes, vous considérez que votre contenu a une qualité supérieure à celui publié par une personne donnée ou par un média internet qui n'a pas de démarche journalistique, et donc vous considérez que vous ne devez pas être traité forcément comme les autres, et c'est pas complètement déconnant. Un algorithme, par définition, c'est quelque chose qui vise à automatiser une tâche, un processus. Voilà, tout est automatisé. Mais à la base, il est touché par l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va décider qu'est-ce que doit faire l'algorithme. C'est ça la question. Là où les éditeurs aujourd'hui de contenu et notamment les médias ne sont pas contents, c'est que il a été fait en sorte que l'algorithme fasse remonter des informations provenant d'amis ou de proches, donc des informations créées par vous ou moi, Smail par exemple.
et de laisser de côté les informations provenant des médias qui intéressent forcément un peu moins de monde. Et puis ça peut être des informations aussi importantes qui peuvent être négligées, qui peuvent être passées à l'oubliette. Et c'est ça la question. C'est ça philosophiquement qui me gêne. C'est-à-dire qu'on va faire remonter toutes sortes de bêtises parce que ça plaît à tout le monde. Un chat qui a été sauvé sur un arbre, par exemple, et ça plaît à 10 millions de personnes. Et ben ça va se retrouver en première ligne parce que justement beaucoup de gens ont aimé ça. Alors et de l'autre côté, on va avoir une le cabinet royal a envoyé un communiqué à Nabil Ben Abdellah. Ou par exemple. Pour dénoncer ses propos. Ouais. C'est vrai que ça pose de sérieuses questions, Smaïl Sabti. Alors, comment je vais présenter ça? Facebook est là pour faire de l'argent. Facebook est une entreprise économique, commerciale, qui a vocation à gagner de l'argent. Tu as parlé tout à l'heure de 7 milliards de dollars. De revenus publicitaires au deuxième trimestre. Facebook gagne de l'argent grâce à la publicité. Donc Facebook n'est pas là pour présenter du contenu. Facebook utilise son algorithme. L'objectif principal de l'algorithme est de créer de l'audience. L'objectif principal de l'algorithme n'est pas de présenter du contenu de qualité. On parle de l'objectif principal. Alors, si le contenu est de qualité, vous allez avoir de l'audience. Si le contenu intéresse l'audience, il va générer de l'audience. Donc aujourd'hui, le principe pour Facebook, c'est de faire payer l'audience à ceux qui ont les moyens de la payer et de générer cette audience. Donc aujourd'hui, Facebook considère de manière assez simple, c'est que les marques, c'est que les grands médias, c'est que les sportifs de haut niveau ont les moyens de payer pour leur audience. Et c'est un autre rôle, c'est ce que je fais moi aujourd'hui au quotidien, on a des annonceurs qui viennent nous voir pour acheter cette audience produite par Facebook. Et c'est là où quelque part Facebook est un concurrent des médias traditionnels, parce qu'aujourd'hui vous êtes pour cette publicité, il y a concurrence aujourd'hui entre les médias traditionnels non digitaux, les médias digitaux et Facebook et Google qui sont des multinationales qui fonctionnent grâce à des algorithmes, grâce à du contenu produit par d'autres et qui génèrent des mannes de publicité considérables. Mais aujourd'hui, c'est efficace et pas cher. Bon, la bataille, elle peut aller jusqu'à où? Est-ce que Facebook peut étendre ce processus-là de suppression de postes humains pour justement sa timeline, ses choix d'actualité tendance partout dans le monde? C'est possible. Bon, ça vient de commencer. C'est une nécessité pour Facebook. C'est pas, juste pour vous donner un exemple, j'ai lancé un petit compteur depuis le début de cette émission. Depuis le début de cette émission, 4 868 000 photos ont été postées sur Facebook depuis le début de cette émission. Il en est posté 2500 par seconde. Donc, en supposant qu'il faut 10 secondes pour modérer des photos, il faudrait à peu près 25 000 personnes pour modérer uniquement les photos postées sur Facebook. C'est considérable. Aujourd'hui, le principe de fonctionnement de la modération et de la gestion des contenus, c'est on laisse d'abord la main aux internautes pour dire que ce contenu n'est pas valable. On laisse la main à un algorithme avec un certain nombre de critères. On parlait de la nudité, parce qu'en ce moment, il y a une polémique liée à la nudité sur la photo d'une petite fille au Vietnam dans les années 60. Durant la guerre du Vietnam, pour faire un premier niveau de tri, et l'humain intervient en deuxième niveau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une entreprise marocaine qui est Webhelp, qui gère aujourd'hui une partie de ce deuxième niveau pour le contenu francophone. Donc oui, c'est une nécessité économique, et je pense que de toute façon, on n'y échappera pas. Mais du coup, on ne va pas échapper également à des polémiques, à la censure de photos artistiques, de photos historiques, comme celle que vous avez évoquée de cette petite vietnamienne courant parce que bombardée durant la guerre au Vietnam en 75. Non, tout ça, c'est une question de programmation. À partir du moment où on dit à l'algorithme, qui est après tout un programme informatique, on lui dit, tu tiens en compte, tu évites ce genre de choses, tu tiens en compte ces photos qui font partie du patrimoine, il va le faire. C'est juste une question de programmation. Donc, il y a encore l'humain qui est un stade au-dessus, qui programme ce programme, cet algorithme, ce programme informatique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Facebook devienne bête et méchant, comme vous avez dit, de plus en plus, Smaïl Sabti? Effectivement, c'est une question de programmation. Il y a des choses qui sont compliquées. Alors d'abord, il y a une question de où se situe la limite. Et là, c'est une question humaine. Je vous donne l'exemple tout à l'heure, on discutait sur les plages. C'est-à-dire que où se situe le niveau de la nudité sur les plages. Prenons l'exemple en France, des femmes qui sont seins nus sur les plages en France, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Au Portugal, vous le verrez jamais. Donc c'est des choses. Le niveau de la nudité aux États-Unis, la nudité va beaucoup plus. Les gens sont beaucoup plus prudes, paradoxalement, mais donc du coup, c'est des choses qui ne se font pas. Il y a quelques mois, une peinture de Gustave Courbet qui s'appelle L'origine du monde, qui montre un sexe féminin. C'est une peinture, mais c'est assez ultra réaliste, et c'était sa volonté
de l'époque de Choquet, avait été censuré par Facebook. C'est une œuvre artistique qui est exposée dans des musées, à la vue de tout le monde, et aujourd'hui, elle avait été censurée. Donc la question, un algorithme va avoir du mal à identifier à quel moment s'arrête la pornographie ou la nudité, à quel moment commence l'artistique. C'est compliqué de définir ces critères-là d'un point de vue purement informatique. C'est très difficile. Donc aujourd'hui, ils mettent des critères assez, au fur et à mesure, ils vont étendre et c'est compliqué. Amine Diori, pour conclure. Oui, non, c'est très difficile effectivement d'intégrer les aspects culturels. Effectivement, Smaël parle de ça. C'est intégrer l'aspect culturel dans la programmation, mais ça c'est impossible à faire. On va toujours arriver à ce type de dérive. Ce qui plaît dans un pays ne plaira pas dans un autre, et on aura toujours ce type de polémique. En tout cas, nul doute que ce débat, si on l'entend peut-être dans 100 ans, certains en rigoleront, parce que peut-être qu'on aura résolu ces problématiques. En tout cas, on verra bien. On sera peut-être encore là, qui sait. Merci beaucoup, messieurs. Amine Diori, responsable PME chez Inforisk, Smaël Septi, tech entrepreneur, digital expert. Vous restez avec nous sur Atlantique Radio. Dans quelques instants, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques, avec le médiateur bancaire aujourd'hui, invité de Faisal Tadlaoui. Toutes vos questions, bien évidemment, c'est par téléphone au 05 22 95 36 70. À 10h, votre rendez-vous avec l'actualité en langue arabe. Kamal Rassal, je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs. Excellente matinée.